aurez pas ce résultat. Merci, Monsieur le Président. Une question complémentaire. Est-ce que l'ANIA représente de la plus petite entreprise jusqu'à la multinationale. Est-ce qu'il y a quand même un différentiel de marge entre les PME et les multinationales? Là, je me risquerais à dire oui, mais c'est plus que marge, c'est de fragilité, quoi. De fragilité. Parce que tout concourt à ce que... Alors, c'est un peu banal ce que je veux dire. Tout concourt à ce que le plus petit soit plus exposé à tout. Dans ma relation commerciale, si je suis grand, comme vous dites, la probabilité que je dispose de produits d'une gamme de marques ou d'une marque suffisamment forte pour avoir un peu plus de poids auprès du distributeur. Le plus grand, alors après tout est relatif, le plus grand des grands à l'ANIA représente, il faudrait donner le chiffre exact, mais de l'ordre de 3,5% du chiffre d'affaires d'un supermarché. Je répète, 3,5%. Le gars qui a une marque moyenne, ça va être du 0,1, 0,2. Donc les petits, ils passent même pas, ils sont même pas visibles, ils sont pas repérés par le radar. Toute la partie MDD, la plupart du temps, ces gens-là, les plus petits sont obligés aussi de faire des MDD. La relation de dépendance avec le distributeur est éminemment grande. Les problèmes de trésorerie pendant la période, les prêts garantis qui en a demandé, qui en a bénéficié, c'est les plus petits. Donc, à la fin de la fin, la marge d'une PME, d'une TPE est indiscutablement plus faible qu'une ETI ou qu'un grand groupe, forcément, bien sûr. Mais j'ajoute aussi, parce que je ne voudrais pas louper, dans 8 situations sur 10 ou 9 situations sur 10, la filiale française d'un groupe étranger est souvent aussi celle qui a la marge la plus petite. C'est bizarre aussi, vous voyez. Je répète la phrase, la filiale française d'un groupe international est dans la plupart des cas celle où la marge et le résultat opérationnel est le plus faible. Parce qu'on a une pratique de négociation, on a une concentration de la distribution, des relations commerciales qui font que c'est très compliqué. J'ajouterai un point, c'est que avec les négociations 2024 et la différenciation du traitement entre PME d'un côté, en tout cas entreprises de moins de 350 millions et entreprises de plus de 350 millions, nous n'avons pas constaté, nos PME, TPE ne constatent pas une amélioration de leurs relations commerciales avec le raval de distribution. Donc ce différentiel de traitement ne bénéficie en rien aux plus petites entreprises. Et une sur deux, il faut rappeler le chiffre, une PME sur deux a conclu ces négociations 2024 avec une baisse de son tarif moyen en 3 nets. C'est-à-dire une entreprise sur deux, PME, a signé en déflation. Le traitement source nos adhérents ANIA. Donc cette différenciation ne permet pas, en tout cas à ce stade, nous sommes convaincus que cette différenciation n'est pas souhaitable pour les plus petites entreprises, puisqu'elle ne permet en rien d'améliorer leur relation commerciale à l'aval. Et je vais compléter aussi en indiquant que le président de l'ANIA en a parlé, et on en discutera aussi a priori ensuite des Galim 4 et en tout cas des différentes lois qu'ont pu connaître les industriels de l'alimentaire ces dernières années. On a ces 2 dernières années connu 3 lois différentes sur les négociations commerciales. On va peut-être en connaître une 4e. Cette instabilité juridique, elle porte préjudice évidemment à toute l'industrie alimentaire, mais elle porte aussi peut-être plus préjudice aux TPE-PME. On a mesuré que pour une TPE-PME, un changement législatif, ça coûte 12 000 €. Alors, c'est à l'échelle d'une TPE-PME une somme importante, là où pour un grand groupe, et vous nous parlez de cette comparaison, c'est une somme moindre, et c'est l'épaisseur du trait, et ça a moins d'impact aussi sur le grand groupe. Merci beaucoup. Peut-être préciser 2 choses dans tout ce que vous avez dit. La première, c'est que là, la différenciation, elle portait sur l'avancée des dates de négociation commerciale, sur un dispositif. Alors, on n'est pas là pour faire le bilan de cette loi. Personnellement, moi, je me suis abstenu parce qu'on considérait que est-ce que ça a été efficace, on n'en sait rien. Mais de là, en conclure que la différenciation ne fonctionne pas sur un dispositif
bricoler sur le coin d'une table, c'est peut-être un peu rapide. Voilà. Mais ce que vous avez dit, Monsieur le Président, sur le fait que la plus grosse entreprise ne représente que 3% du chiffre d'affaires de la grande distribution, ça peut être beaucoup sur un rayon quand même. Dans un rayon, ça peut représenter beaucoup. Et surtout, ça peut être sur des produits aussi, des marques nationales très connues, où il y a une position quand même dominante qui est très claire, quoi. Enfin, dominante entre guillemets, mais si vous voulez, il y a quand même aussi pour certaines entreprises, notamment les plus grosses, un rapport de force avec la grande distribution qui n'est absolument pas le même qu'avec les PME. Il y a incontestablement, et moi je dis fort heureusement dans le rapport avec le distributeur, il y a une centaine d'entreprises qui, de par leur marque, sont indispensables. Mais indispensables à qui? Pas au distributeur, hein, indispensables au consommateur. Le fameux consommateur dont on parlait tout à l'heure qui a besoin et veut acheter ces marques. Et le rapport que simplement je veux souligner, qu'il faut toujours avoir en tête, si vous représentez, et un très grand, si je représente 3% dans votre supermarché, monsieur le rapporteur, vous, dans mon chiffre d'affaires, vous allez représenter entre 15 à 20%. Le rapport de force, il est là. Donc ce rapport de force, il est encore beaucoup plus disproportionné. Plus vous êtes petit, alors là, vous êtes... C'est pour ça que je dis, il y a moi je pense, ça ne fait pas toujours plaisir quand je dis ça, moi je pense qu'il y a un vrai rapport. Plus vous êtes petit, plus ce rapport de dépendance, de survie, entre moi, petite PME, et un distributeur qui va peser 50 milliards de chiffre d'affaires. Avant, on demandait des résultats. Si je fais 2% de résultats opérationnels sur 50 milliards, ça fait quand même 1 milliard. Ça fait 1000 millions. Exact. Donc, le 2% est toujours à ramener à la somme en jeu. La petite PME qui fait 60 millions de chiffre d'affaires, et déjà, c'est pas petit, 60 millions, s'il arrive à gratter 2-3%, en moyenne, ça va être ça. Ça va être ça, quoi. J'en viens sur les lois Egalim. Dans cette commission d'enquête, notamment ce matin, on a quand même compris pas mal de choses. Est-ce que vous pourriez nous dire, sur la question de l'évasion juridique des centrales d'achat, sur quelles dispositions des lois Egalim l'efficacité de cette évasion juridique se joue? C'est sur quel point des lois Egalim qui contournent par les centrales d'achat européennes? En France, la loi nous dit aujourd'hui, vous ne devez pas faire de la matière première agricole un objet de négociation quant à son coût, à son prix, etc. Ça, c'est la loi, c'est vous qui l'avez dit. Voilà. Je reviens à l'histoire après. Là, le rôle du législateur, vous l'avez dit. Donc, quand je commence à négocier en France avec mon client, théoriquement, alors, on pourrait en reparler, théoriquement, ça ne devrait même pas faire l'objet d'un débat. Théoriquement, ça devrait durer une demi-heure, le temps que je vous explique avec pédagogie en quoi ça a évolué, et après on devrait l'intégrer dans le tarif, un point, c'est tout. Ça ne se passe pas complètement comme ça. Si on veut expliquer comment fonctionne la négociation en France, c'est pas complètement ça. Si on va à l'étranger, et aujourd'hui vous avez une quarantaine de sociétés qui sont distinctives du fait du poids de leur marque en France, et sans doute aussi sur le continent européen, qui sont, je mets des guillemets, invités à négocier dans des endroits aussi exotiques que Amsterdam, Bruxelles ou Madrid. On peut se demander d'ailleurs pourquoi on doit aller là-bas. Là-bas, le droit qui est applicable à Madrid, c'est le droit espagnol. C'est le droit espagnol. Le droit hollandais, à Amsterdam, c'est le droit hollandais. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu, qui à la fin peut rendre schizophrène, c'est de dire, on affirme, le législateur français dit, c'est tellement important pour les raisons qu'on connaît et que vous pouvez mieux connaître que nous. En tout cas, intérêt politique, intérêt stratégique de dire, on veut absolument protéger nos agriculteurs là-dessus. Et là, vous avez ces entreprises qui font partie, rappelez-vous mon propos liminaire, de ces 2% d'entreprises qui, à la fin, vont représenter 80% du chiffre d'affaires. Donc, on est en train de dire qu'aujourd'hui déjà, quand je vous parle, et moi j'ai en tête des sociétés, et on l'a dit l'autre jour au rapporteur de la mission parlementaire, on l'a donné des trucs,
vous avez des sociétés aujourd'hui qui ont 60% de leur chiffre d'affaires qui est déjà négocié à l'étranger. Si on y prend garde, il y a deux choses qui peuvent se passer, monsieur le rapporteur. C'est que l'entreprise qui aujourd'hui a 60%, elle va passer à 100%, parce qu'aujourd'hui, il y a un seul distributeur de très haut niveau qui n'a pas encore une centrale européenne, mais qui, par la force, qu'il le veuille ou pas, et le voudra, sera obligé de faire ça pour avoir les mêmes avantages que ses concurrents. Le deuxième risque qu'on y voit, c'est que demain, des grosses ETI, de belles marques régionales, qui ne sont pas dans le top 40, on ne parle pas de groupes multinationaux, mais de belles ETI françaises, soient, de par la force de leurs produits, aussi amenées à faire ça. Donc, je cite encore une fois, vous allez dire c'est la journée, je cite encore une fois Bruno Le Maire, on était au ministère de l'Agriculture, avec le ministre de l'Agriculture, on parlait de ça, et il a dit quelque chose qui me paraît frapper au coin du bon sens, compliqué à mettre en œuvre, mais frappé au coin du bon sens, tout ce qui est produit en France, tout ce qui est acheté en France, et même si c'est négocié à l'étranger, doit se voir appliquer la loi française. Je crois que c'est... Voilà. Après, juridiquement, je comprends que c'est compliqué. Je dis aussi, parce qu'en termes de recommandations, on pourrait, en dehors de la loi, parce qu'on pourrait aussi dans ce pays de temps en temps trouver des solutions sans demander aux législateurs tout le temps d'intervenir. Si, d'un commun accord, tout le monde trouve que ce concept de souveraineté alimentaire, que cette loi Egalim est tellement, tellement, tellement importante, j'ai dit 3 fois, à ce moment-là, il suffirait de dire, mettez-vous autour de la table, les industriels et les distributeurs, pour dire, les produits à forte composante de produits alimentaires ne sont pas négociés à l'étranger. Et au nom de la souveraineté alimentaire, négocions nos affaires en France. Pas besoin du législateur pour faire ça. Je vous pose cette question. Alors, je connais tout le problème autour des centrales d'achat européennes, mais je posais vraiment la question sur les dispositions de la loi Egalim qui étaient contournées par ces centrales d'achat européennes, parce que on est sur un point, la loi Egalim. C'est introduit par l'article 4, il me semble, de la loi Egalim 2 sur la non-négociabilité de la matière première agricole. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez l'article 442-7 du Code du commerce qui interdit de faire pratiquer des prix abusivement bas? Connaît, parce qu'on l'a évoqué avant la réunion, et donc cette disposition qui était prise par une ordonnance prévue dans la loi Egalim 1, elle interdit pour un premier acheteur d'acheter des productions agricoles à des producteurs en dessous d'indicateurs de coûts de production, ce qui a fait l'objet, je vous en parle parce qu'on les a auditionnés ce matin, ce qui a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce relativement récente du tribunal de Bordeaux pour un viticulteur qui avait vendu à des négociants des lots de vin en dessous des coûts de production. Et le tribunal de commerce s'est appuyé sur cet article 442-7 du Code du commerce sur l'interdiction de faire pratiquer des prix abusivement bas, un concept qui existait déjà dans le Code du commerce, mais élargi par la loi Egalim 1 aux productions alimentaires, qui donc, une décision ça part maintenant en appel, mais qui revient finalement à interdire à un premier acheteur d'acheter en dessous des coûts de production. Et est-ce que c'est une disposition de la loi que vous connaissez, puisqu'elle a été votée dans la loi Egalim 1? Est-ce que vous en avez eu connaissance? Alors, je ne sais pas si vous étiez président à l'époque de l'ANIA, au moment du vote de la loi Egalim 1. Mais est-ce que c'est une disposition de la loi relativement récente qui est connue de la part de votre secteur? C'est visiblement une disposition de la loi Egalim 1 qui n'est pas pratiquée, par les opérateurs au quotidien. Et il y a peut-être plusieurs raisons à ça. C'est il faut laisser des marges de manœuvre à la négociation commerciale, et nous ne vivons pas dans une économie administrée, et la loi ne fixe pas les prix auxquels nous achetons, ni nous ne vendons. Mais surtout, il existe quand même dans le débat, la négociation entre l'agriculteur et son premier acheteur, la question des écarts de performance importants entre exploitations agricoles. Et aujourd'hui, quel coût de revient ou quel coût de production retenir? Déjà, si on parle de coût de revient ou coût de production, ce n'est pas la même chose. Quel coût de production retenir? Doit-on
se fixer sur l'agriculteur le coût de revient de l'agriculteur qui a le coût de production le plus faible, ou au contraire celui qui a le coût de production le plus élevé. Cette notion de prix abusivement bas, c'est-à-dire un prix qui serait payé en deçà du coût de revient, interroge en fait la référence que nous devons prendre filière par filière, savoir comment nous fixons en fait ce seuil qui définit un prix en deçà duquel le prix deviendrait abusivement bas. Un prix bas, je pense que dans l'industrie alimentaire, on sait tout ce que c'est. On l'a vécu avec la déflation, on le connaît aujourd'hui dans nos négociations avec la distribution. Le prix abusivement bas, prix en dessous des coûts de production, on a tous à cœur que le monde agricole soit bien rémunéré pour la qualité des productions. Et en revanche, je m'interroge sur l'opérationnalité de ce concept-là, qui recouvre un peu la notion de prix plancher qu'on entend aussi dans le débat public, parce que de facto, ça reviendrait à fixer un prix plancher entre l'agriculteur et son premier acheteur.